Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la Vuelta. On fera le grand bilan des bleus, le grand bilan des tops et des flops de cette Vuelta 2021. Donc ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais on aura beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. À réagir dans les commentaires également, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, à me donner votre grand top de cette Volta, puis votre grand flop également de cette course, ça m'intéresse. Savoir si vous avez les mêmes idées que moi ou pas du tout. Peut-être que voilà, d'autres coureurs vous ont déçu, peut-être auquel je n'y ai pas pensé, même si j'ai mis une grosse liste de coureurs, vous allez voir, ça va être assez long. On va commencer tout de suite par la course. Belle course, belle Vuelta 2021. C'est vrai quand on regarde cette Vuelta, elle a été ultra rapide quand même, parce que à l'arrivée c'est encore assez impressionnant de voir qu'on a été vite pendant toute la course. Ça a été une course rapide, c'était une course très très animée. Moi j'ai pris énormément de plaisir, il y a eu peu d'étapes ennuyantes au final sur cette Vuelta. Je dirais qu'il y a eu une ou deux étapes de plat qui ont été un peu moins fun, mais sinon ça a été très intéressant, même si au final la course pour le général ne s'est décantée qu'en troisième semaine. Ça c'est aussi un peu une particularité, la course pour le général ne s'est absolument pas décantée avant, et puis c'est-à-dire que Roglic avait déjà fait un peu le travail un petit peu avant, mais il a surtout écrasé la concurrence en dernière semaine. Au final, les écarts sont énormes, parce qu'on a quand même un deuxième du général qui a 4,40, un troisième qui a 7 minutes 40, et un dixième, Grossschartner, qui a 22 minutes. Autant vous dire que les écarts ont été importants aussi, parce qu'on a perdu pas mal de coureurs sur cette course, pour le général. On reviendra là-dessus, mais ça a été... une très très belle course et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer de cette Vuelta, et ce qui confirme qu'on n'est pas obligé d'enchaîner 15 étapes de montagne pour avoir du spectacle. Ça a été sur ces 10 dernières années peut-être l'une des 2 ou 3 Vuelta les plus plates de ces 10 dernières années, très clairement. On a eu quand même peu d'arrivées au sommet, des étapes où il y a eu peu d'étapes au-delà de 4000 mètres de dénivelé positif. Par contre, on a eu du spectacle sur beaucoup d'étapes, il y a eu des arrivées peut-être un peu dangereuses quand même encore à mon goût, mais on a eu une Vuelta intéressante, et comme quoi il faut être intelligent dans la conception d'un parcours de Tour de France, de Tour de France de Grand Tour, pardon. Ça sert à rien d'enchaîner 150 étapes de montagne si derrière les coureurs sont complètement crevés au bout d'une semaine de course. Donc il vaut mieux plutôt être réfléchi dans la construction de ces parcours, et là ça a été très réfléchi. Je pense que la fin dans les Asturies c'était pas mal. Il manquait, le seul défaut je dirais c'est le contre-la-montre à la fin. Alors le contre-la-montre à la fin, sur une Vuelta je pense que c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que on sait que sur la Vuelta, les coureurs arrivent fatigués. C'est rare qu'on ait quand même c'est rare. C'est un peu plus rare que sur d'autres courses qu'on ait un classement qui joue à 10 secondes près, je trouve. Sur les Vuelta, souvent, il y a quand même un coureur qui arrive à décanter la course un peu avant. Ce qui fait que là, le dernier contre-la-montre, on avait déjà des écarts. Il y avait très peu de bagarres. Il y avait une bagarre entre Yates et Haig. Et au final, il n'y a pas eu de bagarre entre les deux. Il y avait De La Cruz, Guillaume Martin, Sepp Kuss. Et puis Christian Ekking, même pas Christian Ekking. Il y a quasiment pas eu de bagarre, et c'est fait qu'on a eu un dernier contre-la-montre. J'ai pas fait le débrief de dernier contre-la-montre même, parce qu'il s'est absolument rien passé. C'était très ennuyant ce dernier contre-la-montre. Bon, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Bilan des Bleus très satisfaisant par rapport au nombre d'équipes qui étaient présentes. Je rappelle, il y avait Cofidis, AG2R et Groupama seulement au départ, donc 3 équipes françaises. Il y avait Kenny Alisson qui n'était pas dans une équipe française, et puis Romain Bardet, mais c'était tout. Il y avait très peu de Français. Chez la Cofidis, en plus, on avait pris les Espagnols. On avait Pitalgart aussi qui est belge. Donc, du côté des Français, c'est bien.
Du côté des Bleus aussi. Il s'avère que ce bilan des Bleus est composé uniquement de Français. J'aurais pu mettre Pete Algart aussi sur les sprints qui a fait du bon boulot. Je commence avec Romain Bardet. Romain Bardet qui a été très bon. Dommage pour Romain Bardet, c'est ce maillot de la montagne qui lui échappe. Après, on peut comprendre aussi la stratégie de DSM, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui. Storer, à la place de protéger, en fait, a pris beaucoup de points. Et puis le dernier jour, ils ont voulu sécuriser le classement de la montagne. Mais il y a eu quand même une belle victoire d'étape pour Romain Bardet. Une très belle victoire d'étape même. Et puis, ça confirme encore une fois le Giro, hein. Il a été présent sur les 3 semaines de course malgré une grosse chute. Il faut aussi le rappeler. Qu'est-ce que ça aurait été sans la grosse chute au niveau du général ? Et puis au niveau du classement de la montagne, il a été bon. Il gagne quand même une victoire. Voilà, dommage qu'il ne remporte pas ce classement de la montagne. Dommage qu'il y ait eu un très grand Storer aussi. Il faut le signaler, mais pour Romain Bardet, je pense que c'est une course très, très satisfaisante pour le coureur français. Je continue avec Florian Sénéchal. On lui a donné sa chance une fois. Il l'a saisi une fois. Voilà. Il a pris sa chance. Alors il y a eu une deuxième étape aussi, la dernière étape qu'a gagné Kurt Nielsen, mais Sénéchal, 1 sur 1, c'est presque du 100%. Très belle victoire, première victoire dans un grand tour pour Sénéchal, donc ça c'est aussi important. J'avais oublié de dire que c'était un Français dans une équipe étrangère, en passant Sénéchal, j'avais oublié. Mais il a été très très bon sur ce sprint là parce qu'il fallait le gagner. Il y avait quand même une petite adversité, mais en étant très très bien emmené aussi, la force de la Deceuninck. Sinon, Sénéchal a participé au succès et à la domination de Jacobsen sur cette course, en étant extrêmement bon dans le train de la Deceuninck. Donc là aussi chapeau du côté de Sénéchal, et c'est intéressant, parce que lui il reste encore quelques échéances en fin de saison, dont une échéance qui s'appelle Paris-Roubaix. Sénéchal sur Paris-Roubaix, il faudra faire attention. Puis il y aura les championnats du monde aussi, sur un parcours plus flandrien, mais bien entendu, ce sera un coureur à surveiller dans ce parcours de championnat du monde du côté de la Belgique. Je continue avec Champoussin, là aussi, belle victoire d'étape. Il a été aussi plusieurs fois présent dans le top 10 des étapes. Champoussin, il finit au classement général 13e. Pas 13e, ça c'est au classement du maillot de la montagne, pardon. Il finit 16e, à moins d'1 heure. Ça reste encore quand même un petit peu loin s'il veut jouer le général dans les années à venir. Mais on peut noter une 5e place à Pico Volercas, une 3e place à Ricon de la Victoria. Donc voilà, 3 top 5 sur cette course. Et puis cette victoire lors de l'étape numéro 20 qui est juste assez exceptionnelle. 5e du classement du maillot blanc aussi. Il a quand même pesé un peu sur la course. Ce qui est important, c'est que c'est la première fois où il est performant sur 3 semaines de grand tour. Il avait déjà une Vuelta, j'avais regardé sa Vuelta l'année dernière, il avait eu du mal, et puis la Vuelta l'année dernière, c'était que 18 jours de course. Sur le Giro, il avait abandonné très tôt, il avait abandonné dès l'étape 9, je crois. L'étape 9, où il avait abandonné, donc là aussi, il avait eu peu d'impact sur la course, on l'avait très peu vu, Champoussin. Donc on pouvait avoir des inquiétudes sur sa capacité à tenir 3 semaines, mais il a montré qu'il pouvait tenir 3 semaines. Et sur une étape, encore une fois, où l'étape de Castro d'Herville, faut réussir à la gagner, celle-là, parce que ça roule quand même très très fort. Donc chapeau Clément Champoussin, et ça montre que c'est un coureur aussi, qui n'est pas qu'un grimpeur, qui a aussi un profil intéressant, sur un profil plus puncher. Donc ça c'est très intéressant du côté de Clément Champoussin. Moi je pense que c'est un coureur qu'il va falloir suivre. Il va être très très bon, et j'ai pas de doute
sur Clément Chaupoussin dans les années à venir, le coureur français, mais qui a été, je trouve, assez bon sur cette course. Et puis j'ai mis Guillaume Martin aussi parce que ils sont que deux cette année à avoir fait 2 top 10 sur 2 grands tours. Je crois qu'il fallait remonter à Laurent Jalabert, je crois, en 95, qui avait fait je sais plus. Il y a un coureur qui avait fait ça, un Français, mais il faut remonter à très longtemps pour avoir un Français qui a réussi à faire 2 top 10 sur 2 grands tours la même année. C'est bien, même si, encore une fois, sur le Tour de France, je crois qu'il y avait 16 minutes. Voilà, il y a 20 minutes, hein, donc cette 9e place, il faut aussi relativiser, hein, cette 9e place. Au niveau du classement, elle n'est pas si forte que ça, hein, voilà, il est à 20 minutes au général, il est loin. Malgré tout, il a fait une très très belle... il a fait une belle course. Il y a eu cette chute aussi qui l'a pas mal handicapé en 3e semaine. Il y a cette échappée qui l'a totalement remis dans le match aussi, Guillaume Martin. C'est une 9e place inattendue. Mais comme j'ai dit plusieurs fois sur mes débriefs, donc je vais essayer de pas trop me répéter, donc de le faire assez rapidement. Son approche de cette course différente a peut-être joué dans ce résultat, et donc c'est quelque chose qu'il faudra voir dans l'intersaison. Sur le Tour de France et sur la Vuelta, il jouait pas le général, et pourtant c'est là où il a réalisé ses meilleurs classements au niveau du général. Donc c'est peut-être pas mal. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à prendre en compte là-dessus. Par contre, il faut encore qu'il progresse sur le contre-la-montre, parce que c'est quand même un domaine où il a un gros déficit. On passe au flop. Je vais aller beaucoup plus vite pour les flops français. Je commence avec Arnaud Démare. Jamais dans le coup au niveau des sprints. Ça a été la grosse déception pour moi de ce Tour d'Espagne. Parce qu'il avait dit... je me suis ressourcé en Savoie après le Tour de France qui a été difficile. J'ai fait pas mal de kilomètres en montagne, j'ai fait pas mal de kilomètres, mais je me suis vraiment beaucoup ressourcé. Les jambes sont là pour Démare, je suis convaincu que les jambes sont là. Mais le train n'était pas là. Et ça a été la grosse difficulté. Je crois que c'est aussi l'un des problèmes d'Arnaud Démare dans sa carrière. C'est que pour lui, c'est très compliqué de changer de train. Même de changer un seul coureur du train, c'est quasiment impossible pour Arnaud Démare. C'est un vrai problème parce que moi je me souviens notamment à une époque, il ne voulait avoir que Michael Delage comme lanceur. Sauf que Michael Delage était déjà plus tout jeune en 2013-2014 et il n'avait confiance qu'en Michael Delage. Et ce qui est pourtant surprenant parce qu'au championnat du monde espoir, c'est Adrien Petit, c'est pas une course, il se retrouve dans un petit groupe, donc c'est pas un sprint habituel. Et pourtant, il s'en sort très très bien. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à changer des éléments du train. Et donc, quand on a perdu Guarnieri, qu'on est passé sur Silkendalm, ça n'a pas marché. Quand Guarnieri n'était pas au top de sa forme, on a continué à utiliser Guarnieri parce que Arnaud Démare n'arrive pas à changer les éléments de son train. C'est un truc sur lequel il va falloir travailler parce que vous ne pouvez pas avoir toujours les mêmes coureurs avec vous sur une saison. Il y a des coureurs qui sont en méforme, il y a des coureurs qui se fatiguent plus vite. Vous ne pouvez pas avoir 4 clones de votre état de forme, très clairement. Donc moi je pense que c'est un problème du côté d'Arnaud Démare, c'est cette non-capacité à réussir à faire changer ces éléments dans le train, ce qui arrive très bien à faire notamment la Deceuninck. Vous pouvez avoir un jour Sénéchal, le lendemain c'est Michael Honoré qui vous lance. Cavendish avait déjà un peu plus de mal à le faire aussi. Cavendish, c'est vrai que pendant très longtemps, sans Marc Renshaw, était perdu. Après, il a trouvé en Morkov. Je pense que le fait d'avoir été poisson pilote l'année dernière chez Bahreïn, du côté de Cavendish, ça l'a fait beaucoup évoluer dans sa manière d'appréhender les sprints. Et peut-être que s'il n'avait pas été chez Bahreïn l'année dernière, il n'aurait pas gagné avec Morkov. Mais du côté de... Et puis, il n'avait pas eu Morkov, notamment sur le Tour de Turquie aussi. Donc, je sais plus... Il y avait Odeg, mais qui lançait très très mal. Oui, c'était Odeg sur le Tour Oui, c'était Alvaro Odeg. Enfin, Hodge. Je ne sais jamais comment on va le dire. Je continue donc avec Venturini. Un peu pareil que Démare. Il n'a jamais été dans le coup dans les sprints. Je vais aller assez vite pour Venturini.
C'est frustrant parce qu'on l'a pris à la place de Marc Sarrault, quand même, il faut rappeler. Il avait les moyens de se montrer et au final, il n'a rien montré. Venturini, je crois que sa meilleure place c'est 9e ou 10e, donc c'est quand même léger sur une Vuelta et souvent il était largement au-delà du top 12 après c'est compliqué quoi. Du côté de Venturini, je pense que les coureurs aussi au bout d'un moment, ses équipiers en ont eu marre très clairement de cette non-capacité à passer correctement lors des étapes. Geoffrey Bouchard, il y avait des beaux objectifs avant le départ de cette course pour Geoffrey. L'objectif de faire un bon classement général, d'en claquer une. Au final, Champoussin lui a un peu volé la vedette. C'est lui qui a gagné l'étape. Et Bouchard a été beaucoup trop inconstant sur cette course. Alors, quelquefois, il était en capacité de jouer avec les meilleurs, mais ça a été pas assez souvent. Et de toute manière, quand il était dans des étapes où il était moins bien, il était vraiment largement moins bien que les leaders. Donc il finit, je crois, 15e, il finit assez loin, il finit que quelques minutes devant Champoussin. Il finit 14e, voilà, 49 minutes, il y a moins de 10 minutes entre Champoussin et Bouchard. Donc, et il finit quand même assez loin, notamment du 13e, car Juan Pedro Lopez, il finit quasiment à 20 minutes de Lopez. Donc 18 minutes, voilà, précisément. Donc c'est loin. C'est très très loin. Il est 49 minutes, le top 10 est 22. Donc vous voyez, il y a 27 minutes par rapport au top 10. Donc c'est loin aussi, c'est très très loin. Et puis, il a jamais été en mesure de jouer la gagne. Alors, il est dans le top 15, mais un top 15 à 49 minutes, ça correspond à rien pour moi. Et Geoffrey Bouchard, je pense que la constance sera vraiment un domaine dans lequel il doit travailler si il veut jouer le général. Mais est-ce qu'il voudra encore jouer le général après cette contre-performance? C'est pas si sûr que ça. Et puis je termine avec Kenny Elissonde. Abandon pour Kenny Elissonde. C'est dommage parce que déjà il y avait moyen de gagner une étape, je pense, sur cette Vuelta quand on voit ce qui s'est passé en dernière semaine. Et puis du côté de Kenny Elissonde, c'est qu'il n'arrive toujours pas à passer un cap. C'est un coureur qui a commencé très prometteur. Voilà, l'étape de l'Angliru, vainqueur sur la Vuelta. Et puis depuis 4-5 ans, ça plafonne un peu, quoi. Ça plafonne, ça n'arrive pas à soit devenir leader, soit devenir équipier, soit à devenir baroudeur. Moi, le fait qu'il soit qu'équipier, ça me chagrine un petit peu parce que je pense qu'il est capable de faire mieux. Mais bon, je suis de moins en moins sûr. Je suis de moins en moins certain. Quand vous voyez les performances ces derniers temps de Kenny Elissonde, c'est quand même pas foufou sur cette Vuelta. C'est dommage, il avait fait un pas mauvais Tour de France. Mais c'est un coureur qui a été capable déjà de jouer top 15 d'un grand tour. Est-ce qu'il est capable de faire mieux ? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Et puis du côté de ce coureur français, encore un abandon. C'est dommage là aussi. Moi, je pense qu'il est capable de faire mieux. Voilà, c'est mon avis du côté de Kenny Elissonde. On passe au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence bien entendu par Primož Roglič. Vainqueur pour la 3e fois de cette Vuelta. Il a fait une masterclass de stratégie. Moi, je dirais qu'il a couru à la Lance Armstrong en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'il a pris le maillot quand il voulait le prendre. Pas avant, presque. Sauf en début de course où je suis pas sûr qu'il voulait prendre le maillot rouge après le chrono contre la montre. Il l'a laissé à chaque fois des coureurs qui n'étaient pas dangereux. Kenny Elissonde, Dara Mae, Christian Ekking. Il l'a jamais laissé un coureur, même Christian Ekking, même si c'était un coureur qui était un peu meilleur pour moi qu'un Dara Mae ou qu'un Kenny Elissonde. Il avait un peu plus d'avance à ce moment-là. Le seul danger pour moi aurait pu être Guillaume Martin s'il n'était pas tombé. La chute de Guillaume Martin a encore aidé un peu plus Primož Roglič, et puis il a été surtout aidé par le fait que la Movistar n'ait absolument pas lancé de grands plans d'attaque. Ça, je pense que ça a été un peu triste. Et que derrière, Ineos, il y avait Ineos et Bahreïn qui étaient capables de menacer au niveau collectif la Jumbo, parce qu'il n'avait pas une grande équipe autour de lui. Le problème, c'est qu'Ineos
Bernal n'était pas dans le coup. Je pense qu'il fallait un peu plus miser sur Yates. Du côté de Jack Haig, on savait les limites en haute montagne. Enfin, on savait les limites au niveau d'un classement général de Jack Haig pour le moment. C'est que c'est un coureur qui, pour l'instant, peut difficilement être à moins de 5 minutes de Primož Roglič. Donc après, il s'est retrouvé à suivre les coups. Et puis, parfois aussi bien accompagné par Kruijswijk et Sepkus, même si les deux ont un peu souffert en fin de course. Mais malgré une équipe qui n'était pas exceptionnelle, il s'en est très très bien sorti, Roglič. Et ça aussi, c'est assez formidable. Il n'a pas craqué dans cette course. Il n'y a absolument aucun moment où il s'est retrouvé en grande difficulté. Et il a eu une course vraiment, je dirais, très linéaire, très simple. Notre ami Primož Roglič. Je continue avec Enric Mas. Très bon, deuxième d'une Vuelta, c'est pas mal pour Enric Mas. 4,42, l'écart fait quand même un peu mal. Le contre-la-montre final lui coûte aussi 2 minutes. Il faut pas le négliger. Il a toujours eu du mal sur les chronos et je pense que c'est un domaine dans lequel il doit progresser. Après, on pourra regretter du côté d'Enric Mas, c'est qu'il n'a pas tenté grand-chose sur cette course. Il a été assez frileux. Il était déjà en fait content d'être deuxième. Et il y a eu chez Movistar, en plus, il n'a pas été aidé non plus par Miguel André Lopez, mais il y a eu peut-être un manque d'envie de vouloir fracasser Roglič à un moment, et puis surtout un manque d'hommes, je pense en deuxième partie de course. Verona a abandonné, Valverde, Jacobs, ils ont fini à 4. Donc c'est pas simple de péter une armada quand vous êtes que 4. Il faut être très très fort, voire même c'est impossible. Donc du côté de Enric Mas, il y a une bonne course. Il y aura peut-être quelques regrets, mais je pense qu'il faut surtout qu'il essaie de capitaliser sur ça. Après, est-ce que Enric Mas pourra un jour gagner un grand tour ? Valverde a bien réussi, donc pourquoi pas Enric Mas ? Il faudra qu'il ait une équipe un peu plus solide. Ça, je pense que ça sera important pour Enric Mas. Après, face à Pogačar et Roglič, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Mais si ces deux-là ne sont pas là, c'est un peu plus facile quand même aussi. Avec un Pogačar qui va peut-être faire le Giro, un Roglič, on ne sait pas trop encore le programme de Roglič. Il y a peut-être une opportunité sur le Tour d'Espagne l'année prochaine pour Enric Mas. Si vous avez un Roglič fatigué, vous avez un Pogačar qui a déjà un grand tour dans les pattes, ça peut laisser des opportunités. Je continue avec les coureurs au top, avec la Bahreïn. La Bahreïn qui a été très forte. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur la Bahreïn, mais on a eu encore un grand Marc Padoun. On a eu un grand Gino Meder qui fait quand même 5e du général maillot blanc, avec 2 minutes d'avance un peu moins de 2 minutes d'avance sur Bernal. On a eu quand même un très grand Jack Haig. Et puis c'est une équipe qui, Caruso a quand même fini 17e en se muant en tant qu'équipier. Il remporte le classement par équipe aussi Bahreïn, avec 7 minutes d'avance sur la Jumbo, 32 minutes sur Ineos. Ils ont été forts. Ils ont été forts, ils n'ont jamais été vraiment mis en difficulté au niveau collectif. Et puis ils ont tenté des coups, notamment lors de l'étape 20. Après, dommage, c'est qu'ils avaient un leader qui n'était pas en capacité de larguer Mas et Roglič. Donc ça, après, c'est toujours le défaut dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que quand votre leader n'est pas en capacité de décrocher ses adversaires, c'est un peu difficile d'aller chercher la gagne. Très clairement. Je termine rapidement avec De La Cruz. Belle 7e place de La Cruz. C'était mal embarqué au début, le coureur de UAE, qui avait perdu quand même énormément de temps en début de course. Mais il a très très bien fini. De La Cruz, il a accompagné les meilleurs très souvent en haute montagne. David De La Cruz qui est bon sur la Vuelta, c'est pas la première fois qu'il est bon sur cette course et où il arrive à être très performant. Ça doit être Vuelta, bien entendu ça va pas me marquer, mais sur les grands tours
Il avait fait déjà 7ème l'année dernière, voilà. Il avait fait 7ème, c'est sa 3ème 7ème place sur la Vuelta, c'est quand même assez rare d'être dans ce genre de situation. Mais il n'a été bon à chaque fois que sur la Vuelta, c'est-à-dire que sinon il a abandonné très souvent sur les autres courses. Donc c'est assez surprenant. Hein. Coureur qui est là depuis 2013, première Vuelta, premier grand tour en 2013. Cette année, il n'a fait que la Vuelta, mais voilà, il a été bon malgré le fait qu'il ait perdu énormément de temps en première semaine. Il faut le rappeler qu'il était très très loin, David de la Cruz, et donc il finit à 18 minutes. Tu peux déjà retirer 5 minutes de la première semaine, il se retrouverait au niveau d'Egan Bernal. Donc c'est vraiment pas mal pour le coureur pour le coureur espagnol, pardon. Du côté des sprinters, Jakobsen. Bon, pas grand chose d'autre à dire qu'il a dominé cette course, Jakobsen. Il a été extrêmement fort sur le sprint, bien emmené par la De Koninck. Ça c'est clair et net. Il a dominé au niveau du maillot vert aussi. Parce qu'il a quand même 250 points, c'est quand même costaud. Il n'y a que Roglic qui a été un adversaire pour lui. Je rappelle que le deuxième véritable sprinter, donc on pourrait dire c'est Trentin sur cette course, finit quand même à 105 points, parce que Kurt Nielsen, il y a quand même eu beaucoup d'échappées. Donc voilà, vous voyez quand même la différence entre Jakobsen et les autres. Il y a eu un monde, je crois qu'à part Philipsen, qui l'a battu, sinon derrière personne n'a réussi à être à sa cheville, et c'est assez impressionnant. Et puis c'est une belle histoire. On va pouvoir en faire des films de Jakobsen, le retour du mec qui a été complètement fracassé. Et vous voyez, c'est surprenant, c'est Groenewegen, qui a fait le Tour d'Italie. Aujourd'hui, il est beaucoup moins revenu, il est revenu beaucoup moins bien que Jakobsen. Et pourtant, c'est Jakobsen qui a le plus souffert. Mais comme quoi, je pense qu'au niveau psychologique, Groenewegen a la puissance, la blessure psychologique pour Groenewegen, elle est très forte. Et on oublie un petit peu. Et parfois, c'est plus compliqué de provoquer la chute que de la subir, je pense mentalement. Pas au niveau blessure, bien entendu, vous m'avez compris, mais au niveau mental. Et je pense que Groenewegen n'est toujours pas revenu mentalement à son meilleur niveau, alors que Jakobsen est bien de retour, et ça fait du bien de le voir dans le haut niveau. J'ai encore des coureurs au top. Vous allez me dire, ça n'en finit jamais cette vidéo. Dainese, très bon dans les sprints, même si ça a été trop irrégulier. Voilà, du côté de Dainese, très bon dans les sprints, mais irrégulier. Finit 6ème du classement par points. Le coureur italien, voilà, avec 120 points. Il y a eu des belles 3e places. Maintenant, il a encore un petit peu de travail. Voilà, le coureur italien, mais 23 ans, ça reste jeune pour le sprint. La DSM avait pas forcément emmené le train qu'ils ont pu avoir sur le Tour de France pour Chesbol. Donc voilà, avec un train un peu meilleur, je dis pas que le train de la DSM était mauvais. En plus, on a vu Storer, Bardet se sacrifier sur certaines étapes. Mais du côté de Dainese, je pense que il y a la capacité encore d'avoir mieux. Voilà, sur le train de la part de son équipe. Et puis lui, il reste chez DSM l'année prochaine. Donc voilà, ils sont pas nombreux d'être très bons coureurs à rester longtemps chez DSM. Il a même un contrat jusqu'en 2023. Donc ça va être intéressant de le suivre dans les années à venir. Et puis il va faire pas mal de courses là en septembre, notamment le Grand Prix d'Isberg, la classique Paris-Chauny, pour le voir en France, ou la la Sparkassen Musterland Giro, qui est une course en Allemagne pour sprinter. Donc voilà, il va y avoir des courses très intéressantes encore pour lui, qui vient de la fameuse formation SEG Racing Academy, qui en a quand même sorti plus d'un de très très bons jeunes coureurs, cette équipe néerlandaise. Il faut le souligner. On continue du côté des coureurs au top, bien entendu, avec Storer. Je continue avec la DSM, 2 victoires d'étape, maillot de la montagne pour Michael Storer, le recrutement de l'année, je pense, pour Marc Madiot aussi. Il a été très fort, il a été très présent.
très présent dans les échappées aussi, Michael Storer. Et puis c'est un coureur qui a une belle mentalité aussi parce qu'il s'est sacrifié pour Dainese lors de l'étape numéro 19. C'est un très très bon coureur, Storer. On savait qu'il y avait du potentiel, mais il n'avait pas encore explosé le potentiel de ce coureur au niveau du haut niveau. Et là, ça a été extrêmement solide de la part de l'Australien. Ces 2 victoires, c'est vraiment costaud, quoi. Ces 2 victoires d'étape, très solides. Donc non. Et puis ça montre aussi la belle forme de la DSM, parce que les 3e places de Dainese, 3 victoires d'étape, le classement, 1 et 2 au classement de la montagne. Chapeau quand même pour l'équipe néerlandaise, parce que c'est pas le plus gros effectif. Allemande. Elle est allemande, je dis néerlandaise depuis tout à l'heure, mais DSM c'est allemand, pardon. L'équipe a pas les plus gros moyens financiers, et pourtant ils s'en sortent très très bien. Donc ça montre un beau travail derrière du staff, et puis surtout des beaux recrutements, un recrutement intelligent. Il suffit pas d'empiler les billets sur la table à un moment, il faut aussi être intelligent dans le cyclisme, dans le sport en général. Et eux, excuse-moi, mais ils sont intelligents dans leur manière de concevoir leur équipe. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec Kort Nielsen, 3 victoires d'étape quand même, 3e du classement du meilleur sprinter, et puis 3 belles étapes. Il y a eu un beau sprint, bien emmené par Kekelereux. Et puis les 2 autres victoires, faut les faire quand même. Faut vraiment les faire. L'étape 19, il se retrouve sur les 30 derniers kilomètres à pas avoir plus de 25 secondes. Sur l'étape, la première victoire qu'il remporte, l'arrivée au sommet, il a jamais plus de 25 secondes. Dans les 15 derniers kilomètres aussi, il part seul. Enfin non, sacrée performance quand même de la part du Danois, et il est en forme. On va voir sur les courses de fin de saison, notamment Paris-Roubaix et le championnat du monde. Sur le championnat du monde, quand même, va falloir saluer le Danemark. Asgreen, Kort Nielsen, ça va être une équipe sur laquelle il faudra compter. Et voilà, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Étant donné qu'on est à plus de 30 minutes de vidéo, on va essayer de faire quand même un peu plus vite sur les bonnets d'âne. Sinon, j'ai peur que ce soit légèrement indigeste. Je commence avec Landa. Inexistant et assez surprenant quand même, Landa. Alors, on parlera également du Carty juste après, mais du côté de Landa, vainqueur du Tour de Burgos, donc course de préparation quand même pour la Vuelta. On est 10 jours avant 2 semaines avant la Vuelta. Coureur qui a quand même peu roulé, donc techniquement qui arrive avec un bon niveau de fraîcheur avant cette course. Abandon sur le Giro, donc en plus il a qu'un grand tour dans les pattes parce qu'il a abandonné au bout de 5 jours sur le Giro. Et inexistant sur la course, et comme je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo de débrief, la hiérarchie chez Bahreïn, il vient d'en prendre un coup au niveau de la hiérarchie, parce que quand on voit ce que fait Padoun, notamment sur le Dauphiné, quand on voit ce qu'a fait Caruso sur le Tour d'Italie, et encore là une fois sur le Tour d'Espagne il fait quand même 17ème, quand on voit ce qu'a fait Gino Meder, maillot blanc, quand on voit ce qu'a fait Jack Haig sur cette course, et pourtant il n'était pas prévu qu'il aille sur cette course parce que tombé quand même sur le Tour de France, Mikel Landa, pas facile à défendre, quoi. Jamais dans le coup, jamais dans le coup. Il a abandonné dans l'indifférence générale, j'ai l'impression, même en Espagne. J'ai l'impression que même en Espagne, on n'y croit plus. Parce que autant Valverde, quand il y a eu l'abandon de Valverde, ça a été filmé vachement. Quand Mas était quelquefois un peu derrière dans le peloton, c'était vachement filmé. Quand il y avait alors que Landa, on ne l'a absolument pas filmé quand il s'est retrouvé en difficulté. Donc ça veut peut-être dire également que même en Espagne, on n'y croit plus à Landa. Et c'est triste, mais c'est vrai que c'est un coureur qui, à part sur les courses d'une semaine, mais sur les courses de 3 semaines, n'a jamais été performant. Je crois qu'à part sur un Giro, il était rarement performant. Et ouais, c'est triste, mais est-ce que c'est un coureur de grand tour? Pas sûr. Est-ce que ça voudrait dire qu'il ait des soucis au niveau de la récupération, au niveau de la résistance physique? Peut-être du côté de Landa, mais c'est surtout que là, du côté de la Bahreïn, ça va être compliqué de rester leader dans cette équipe.
vu les talents qui sont nombreux dans cette formation. Je continue avec Hugh Carty. Difficile cette Vuelta. Alors lui, il a eu l'avantage quand même de faire top 10 sur le Giro cette année. Mais difficile parce que on pensait, moi je pensais, hein, j'avais dit lors de ma présentation de la course que, allez, c'était lancé. Cette victoire sur la dernière étape du Tour de Burgos, il avait été assez fort quand même sur cette dernière étape. Je me suis dit, allez, c'est bon, Hugh Carty il est lancé, il va nous faire une très bonne course, bien entouré en plus dans sa formation. Voilà, c'est UF, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui sait gérer les grands tours. Lui, il a déjà fait 3ème de la Vuelta, et puis au final, non. Non, parce que là aussi, comme Landa, la forme en fait n'était pas là. Du côté de Hugh Carty, et il a perdu du temps tout de suite. Et puis de toute manière, il n'était pas dans le rythme. Il a senti très vite qu'il n'était pas dans le rythme. Lui aussi, il a quitté la course rapidement, parce qu'il a senti que il avait même du mal à suivre la route de ses équipiers, hein, dans une étape où ça... Je crois que c'est même la victoire de Kort Nielsen. Il a du mal à suivre ses équipiers dans la dernière montée, qui était pourtant une montée très courte. Donc ça a été difficile, je pense. Après, l'avantage pour Hugh Carty cette année, c'est qu'il y a le Giro quand même, qui va un peu compenser. Même si sur le Giro, déjà, il fait 6ème ou 7ème. 6ème, je crois, sur le Giro de tête. Mais sans être étincelant. Hein. Voilà, il fait 6ème, mais sans qu'on le remarque énormément quand même. Il faut le souligner également. Je termine avec Ciccone. C'est un peu pareil que les deux autres, donc je vais pas me répéter beaucoup plus. Abandon très rapidement. 2 grands tours où il a abandonné. C'était pourtant une année où il voulait montrer qu'il pouvait être leader sur un grand tour. C'est un peu tombé à l'eau. Hein, on va pas se mentir. Du côté de Ciccone, c'est triste parce que c'est un coureur que j'affectionne particulièrement. Je l'ai connu notamment au tout début du côté de la Trek, mais même avant, c'était la Bardiani, lui, où il était vraiment très fort. Je me souviens de sa victoire d'étape, oui, c'était la Bardiani, où il gagne, je crois que c'est en 2016, de tête sur le Giro. Et on se disait, il y a un bon profil, un bon coureur intéressant. Et puis, bon, depuis 2 ans, ça plafonne un peu du côté de Ciccone. Vlasov, inexistant, voilà. Irrégulier surtout. Pas inexistant, irrégulier. Il y a quelques étapes où il a été dans le peloton des leaders. Et puis, bon, il y a quand même beaucoup d'étapes où, surtout à partir de la 2e semaine, où on a senti que c'était plus compliqué. Et puis, il est tombé. Ça n'a pas aidé. Et puis, il a abandonné à la fin. Mais parce qu'il était fracassé. Il était vraiment pas bien sur la fin. Je l'ai vu juste avant l'abandon. Vraiment, le jour d'avant, son abandon, tu vois le mec qui est HS, quoi. Qui a plus rien à proposer pour son équipe. Et son envie, c'est juste de finir. Et le problème, c'est que tu sais que finir, ça va être compliqué. Voilà, tout simplement. André Lopez, inconscient. Alors, j'ai vu la Movistar réfléchir à le licencier. Hein. Très clairement, André Lopez, il a pris une très mauvaise décision. C'était une catastrophe. Le directeur sportif de la Movistar a dit que c'était un bon coureur, mais qu'il avait abandonné ses équipiers, qu'il avait manqué de respect à ses équipiers. Juan Denis avait été viré, et Juan Denis ne jouait pas le général à ce moment-là. En plus, il fait perdre quand même pas mal d'argent à son équipe, parce que même une 15e place, c'est quand même de l'argent. Et il aurait pu finir 15e, hein, vu les écarts, même s'il avait explosé, il était à 8 minutes. 8 minutes, je crois qu'il était à 3 au général, donc ça fait 11. Bon, tu rajoutes 2 minutes de contre-la-montre, ça fait 13. Il pouvait être 7ème. Derrière Bernal. Ça fait de l'argent et des points UCI. Hein. 7ème de la Vuelta. Je pense que c'est ça aussi qui énerve la Movistar. C'est que cette action coûte pas mal d'argent à l'équipe, et puis en plus sur le Tour national, quoi. C'est sur le Tour d'Espagne, pour une équipe espagnole. C'est faute grave pour moi. C'est difficile d'éviter un licenciement après une faute grave. Je continue, après Miguel André Lopez, Ineos. Ineos qui fait pas une course catastrophique, mais on les attendait mieux.
Je pense qu'ils n'ont pas choisi le bon cheval au départ, que Bernal n'était pas en forme. Leur tour de Burgos raté les a pas aidés non plus. Où ils tombent, il y a quasiment la moitié de l'équipe qui tombe sur le tour de Burgos. Ça n'a pas aidé. On a eu quand même des coureurs qui ont été assez inexistants, je pense notamment à Sivakov, qui a été inexistant, même en tant qu'équipier. Hein. Je ne parle pas en tant que leader, mais en tant qu'équipier, il a été inexistant. Kwiatkowski, pas Kwiatkowski, pardon, Kwiatkowski sur le Tour de Grande-Bretagne. Mais chez Ineos, il y a des coureurs qu'on a quand même très très peu vus. Ineos, c'est avant. Puccio, Puccio, voilà, coureur assez inexistant. Pidcock, pas simple pour Pidcock. Après, j'ai même du mal à comprendre quelle était la stratégie de Ineos avec Pidcock. C'est quand même un jeune coureur. Il a eu quand même une très longue saison. Il y a encore des objectifs pour lui sur les courses pavées. Là, je pense que ça va être compliqué. Pourquoi l'envoyer pas plutôt sur le Tour de Grande-Bretagne, course plus courte, où il aurait pu se remettre dans le bain peut-être un peu plus facilement que sur le Tour d'Espagne. Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre cette stratégie, surtout que c'est encore un jeune coureur. J'espère qu'ils lui ont pas cramé les ailes, parce que là il a une saison XXL quand même. Il a commencé lui en décembre, parce qu'il a commencé avant Van Der Poel et avant Wout van Aert en cyclocross, je crois me souvenir, qui commence décembre. Il a quasiment pas arrêté depuis décembre. Donc c'est la compétition, parce que après qu'il ait fait du cyclisme sur route, donc après le cyclocross, il a fait le cyclisme sur route, je crois qu'il y a eu une semaine de pause. Ensuite, il a fait le VTT, très vite, voilà, il a dû avoir une semaine de pause, il enchaînait le VTT. Après le VTT, il a fait une semaine de récup après les Jeux Olympiques et pam, il était déjà reparti sur le cyclisme sur route, donc c'est dur quoi. C'est pas un surhomme non plus, Pidcock, donc j'ai peur qu'il l'ait un petit peu cramé. Et puis, je termine avec un sprinter, Michael Matthews, avec un coureur rapide. Michael Matthews, il jouait le maillot vert. Il finit quand même très très loin au niveau du maillot vert, parce qu'il finit, Matthews, il finit 7ème, avec 114 points, donc derrière Dainese, juste devant Badjoli. Et puis, il a été inexistant quoi, sur les sprints, moi je trouve, Matthews. Et puis, il y a vraiment une réflexion à avoir du côté de Michael Matthews. Est-ce que aujourd'hui, il ne devrait pas se concentrer plutôt sur les courses vallonnées? Est-ce qu'il a encore la capacité de faire la différence sur un sprint? Face à des Wout van Aert et autres, je suis pas sûr. Même face à un Badjoli, je suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, Michael Matthews, il doit revoir sa manière de courir. Le fait d'aller également sur les courses pavées, c'est la première année où il allait véritablement sur les courses pavées, ça a peut-être joué en sa défaveur sur cette course qui arrive plus tard dans la saison. Mais bon, ça a quand même été un grand tour compliqué, je trouve, pour Michael Matthews. Et pour moi, il a été assez inexistant du côté des sprints. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle fait quasiment 45 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, donc, on se retrouve. Il y a encore pas mal de courses de cyclisme d'ici la fin de saison. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.